à toutes et à tous, nous sommes le 15 janvier 2022 pour le 263e rapport de situation sur le Donbass. Je tiens tout d'abord à remercier les très nombreuses personnes qui ont commenté sous la vidéo sur YouTube ou sous l'article sur les différentes plateformes où je publie pour me dire ce qu'ils pensaient du nouveau format. Donc il semble qu'à une écrasante majorité, pour ne pas dire l'unanimité, vous aimez le nouveau format, donc on va le garder. Ce rapport de situation cette semaine sera principalement axé sur l'évolution malheureusement négative de la situation militaire dans le Donbass. Je vais parler aussi des fameuses négociations entre la Russie, les États-Unis et l'OTAN, qui a été la grande actualité de cette semaine. Et je vais vous parler aussi d'actualité un petit peu plus locale, puisque vous m'avez fait savoir que cela vous intéressait d'en avoir plus. Voilà. On passe à la situation militaire. Et donc sur le plan militaire, du 8 au 14 janvier 2022, il y a eu 20 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne en RPD, donc République populaire de Donetsk, durant lesquelles l'armée ukrainienne a tiré 105 munitions, dont un obus de mortier de 82 mm. Malheureusement en RPL, la situation se dégrade aussi, puisque l'armée ukrainienne a violé 18 fois le cessez-le-feu cette semaine. Donc on est revenu au niveau de bombardement d'avant les congés. Donc on voit que les congés de fin d'année sont terminés. Malheureusement, un soldat de la milice populaire de la RPL est mort le 14 janvier suite à des tirs de mortier de 82 mm de l'armée ukrainienne contre le village de Donetski. Côté ukrainien, ils ont eu des pertes au combat puisque la RPL a répliqué, les tirs ont fait un mort côté ukrainien, et ils ont aussi des pertes hors combat. Ils ont quand même réussi le record de faire cette semaine 4 morts et 13 blessés hors combat. Voilà, c'est un énorme epic fail, je sais pas comment ils font. Autre point négatif d'un point de vue militaire, c'est le déploiement d'armes lourdes interdites par les accords de Minsk près de la ligne de front côté ukrainien, puisque cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 21 pièces d'armement interdits côté ukrainien, à savoir dans le détail un système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad de 122 mm, 3 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, un système de défense antiaérien S-300, 4 systèmes de défense antiaérien OSA, 3 systèmes de défense antiaérien Zouchka, 4 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 3 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM et un système de brouillage électronique type Bukovel AD. Et bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a réactivé ces brouillages de drones de l'OSCE. Comme vous pouvez voir sur la petite carte, c'est beaucoup plus actif que la dernière fois. Et donc, comme je le disais, l'armée ukrainienne bombarde aussi lourdement la RPL cette semaine. Le 12 janvier, elle a tiré de nouveau vers ce village de Donetski, cette fois au mortier de 120 mm à fragmentation. Ces obus ont malheureusement endommagé une habitation, un immeuble d'habitation, heureusement sans faire de victimes parmi les civils, mais ça aurait pu, donc ils ont eu beaucoup de chance. Je vous montre des photos prises par la représentation de la République populaire de Lugansk au sein du CCCC. Ça c'est très très mauvais quand on voit qu'on passe de 0 voire 1 bombardement en une semaine à 20 ou 18 dans le cas de la RPL et qu'on a déjà des tirs sur les zones résidentielles. Ça veut dire qu'ils ont décidé de commencer l'année sur les chapeaux de roue. Autre nouvelle pas réjouissante, c'est que l'armée ukrainienne a organisé le 14 janvier dans la partie du Donbass sous son contrôle des exercices de chars d'assaut, dont certains arboraient la bannière de l'UPA. Ouais, je vous montre une petite vidéo filmée par les Ukrainiens. Donc bannière de l'UPA, je rappelle, mouvement qui a activement collaboré avec les nazis en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc clairement on le voit entre les nouvelles de la semaine dernière et celles de cette semaine, l'Ukraine envoie les néo-nazis ukrainiens sur la ligne de front, ce qui veut dire potentiellement plus de provocation et un risque d'aggravation ultérieure de la situation. Donc à suivre. On va parler du travail de l'OSCE maintenant. Alors, on va parler de l'OSCE et plus exactement de la qualité de leur travail. Oui, ne rigolez pas tout de suite. Plutôt du leur deux poids, deux mesures qui devient tellement évident que là, la représentation de l'RPD au sein du CCCC leur a demandé de s'expliquer.
parce que on se rend compte que autant que chez nous ils ont l'air d'être frappés de cécité sélective, autant côté ukrainien ils ont des super pouvoirs. Voilà, donc la RPD a pris comme exemple les dégâts qui avaient été causés à un immeuble résidentiel situé au 62 de la rue Strato-Naftov à Donetsk le 8 septembre 2021. L'OSCE s'était rendu sur place, ils avaient un superbe cratère d'obus de 120 mm bien frais sous le nez. Mais là, à l'époque, ils ont dit « Ah bah non, on peut pas déterminer la direction du tir. » Alors, quand vous avez un cratère bien beau, etc. Non, quand tu viens de dire que t'es pas capable de déterminer, ça veut dire que soit tu ne veux pas le déterminer, soit vous êtes une bande d'incapables. Et dans ce cas-là, je sais pas ce que vous foutez là. Voilà, c'est à peu près la question. Alors par contre, côté ukrainien, là, au mois de janvier 2022, les observateurs de l'OSCE ont réussi, tenez-vous bien, sur base d'images de cratères d'obus filmés par un drone. Quand vous voyez la qualité des images des drones de l'OSCE, bon, c'est bien pour détecter une pièce d'artillerie ou un camion, mais si tu veux un cratère laissé par un obus de mortier, je vois pas bien ce que vous pouvez tirer d'une qualité d'image comme celle que vous avez, mais bon, ok. Et là, ils ont réussi à déterminer l'origine des tirs sur base de ces photos prises par un drone. Alors que actuellement on a une météo très changeante, on a des chutes de neige, puis ça fond, ça gèle, ça reneige, ça refond, ça regèle derrière. Donc si tu veux, vu qu'en plus c'était pas des cratères super frais, je vois pas comment sur des cratères qui ont pu être modifiés par chute de neige, gel, fonte, rechute de neige, etc. Je vois pas. Même en étant physiquement devant le cratère, je veux dire, au bout de quelques jours de ce genre de traitement, je peux plus déterminer grand-chose. Là. Donc il faut qu'effectivement qu'ils nous expliquent comment, quand en RPD ou RPL, ils ont le nez littéralement sur un cratère d'obus de mortier tout frais, non perturbé par la météo, ils ne savent pas déterminer l'origine des tirs. Mais par contre, côté ukrainien, avec une photo prise par un drone après, en plein hiver, après des jours de changement de météo, etc. Là, OKLM, ils te déterminent l'origine des tirs. C'est surnaturel. Bon, là, la RPD a demandé à l'OSCE d'expliquer un petit peu leur méthodologie, parce que je pense que ça va être très intéressant à étudier. Moi j'attends la réponse avec beaucoup d'impatience parce que je pense qu'on va bien se poiler parce que c'est du grand n'importe quoi, vraiment. Là ça révèle vraiment ce que vaut cette organisation. Et on va passer maintenant à la grande nouvelle de cette semaine qui sont donc les négociations qui ont eu lieu entre la Russie, les États-Unis et l'OTAN. Ces négociations qui se sont étalées sur plusieurs jours ont bien sûr été la grande actualité de cette semaine. Donc c'est des négociations qui font suite à ces demandes que la Russie a adressées aux États-Unis et à l'OTAN en matière de sécurité sur le continent européen. Je vous en avais parlé au mois de décembre, je vais en reparler on va dire de manière résumée. Les exigences principales concernant l'OTAN étaient bien sûr de retirer les troupes et armes de l'OTAN qui sont déployées dans des pays qui sont devenus membres de l'Alliance après 1997. Donc là, c'est ceux qui sont en violet plus clair en rose là sur la carte que je vous montre. Donc en gros de cesser l'extension de l'OTAN aussi, bien entendu, de ne pas déployer de missiles terrestres à portée intermédiaire et plus courte dans les zones à partir desquelles la Russie peut être touchée, de ne pas mener d'exercices de grande ampleur près de sa frontière, d'améliorer le mécanisme de prévention des incidents en mer Baltique et en mer Noire. Comme je le disais, non seulement d'exclure toute nouvelle expansion de l'OTAN, y compris en Ukraine, mais aussi Géorgie et autres anciennes républiques soviétiques, mais aussi de renoncer à s'engager militairement dans ces pays, donc Ukraine, pays d'Europe de l'Est, du Caucase et d'Asie centrale qui avaient fait partie de l'URSS. Concernant les États-Unis plus précisément, les exigences étaient l'interdiction de déployer des armes nucléaires à l'étranger et l'obligation de ramener sur son territoire celles qui auraient été déployées, de liquider les infrastructures nucléaires à l'étranger, de ne pas entraîner des spécialistes dans des pays qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire, de ne pas mener d'exercice ou d'entraînement impliquant des armes nucléaires, de déployer des missiles terrestres à portée intermédiaire et plus courte portée, de nouveau depuis une zone où l'autre partie peut être touchée, puisque ces accords-là seraient bilatéraux, la Russie serait soumise aux mêmes obligations, interdiction d'installer des avions de combat et des navires de guerre dans une zone depuis laquelle l'autre partie peut être touchée, nécessité de se mettre d'accord sur la distance maximum
applicable à ces deux derniers points, et interdiction de développer une coopération militaire, d'utiliser les infrastructures ou de créer de nouvelles bases militaires dans les anciennes républiques soviétiques. Bon, je vous épargne la surprise, le suspense, ça a été un gros flop. Voilà, donc la réponse a été négative sur les points majeurs. Les USA l'ont joué en mode oui, mais on veut bien discuter de la question des missiles, mais ça c'est un truc secondaire. Je veux dire, le point majeur c'est la non-expansion de l'OTAN plus à l'Est, et entre autres au sein des anciennes républiques soviétiques. Encore pire, pendant les négociations, l'adhésion potentielle de la Finlande et de la Suède a même été annoncée publiquement. Alors, je sais pas ce qu'ils espéraient faire avec ça, mais enfin, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est à montrer aux Russes qu'ils se foutent de leur gueule, parce que c'est ça, hein. Depuis d'ailleurs, l'OTAN a dit que l'Ukraine et la Géorgie feront partie de l'OTAN, donc ça, si vous vouliez pousser Moscou à réagir assez violemment, bah là vous allez l'obtenir, mais je suis pas sûre que ça va vous plaire le résultat. Bon, je parlerai même pas du projet de nouvelles sanctions contre la Russie, y compris personnellement contre Vladimir Poutine, qui a été dévoilé par les médias américains en plein pendant les négociations. Les mecs, je pense qu'ils n'ont pas très bien compris l'implication potentielle d'une telle mesure. Je pense que vous n'avez pas compris qu'au mieux, vous allez entraîner une rupture totale des relations entre les États-Unis et la Russie, ce qui veut dire un risque d'aggravation extrêmement important de la situation, puisqu'il n'y aura plus de canaux de discussion entre les deux. Je rappelle quand même que même à l'époque de la confrontation Est-Ouest pendant la guerre froide, il y avait quand même toujours un canal de discussion entre l'URSS et le bloc occidental. Donc là, ils sont prêts carrément à aller encore plus loin niveau conneries. Au pire, vous déclenchez une guerre. Enfin, vous vous rendez quand même bien compte de ce que vous êtes en train de faire. Placer sous sanction le président légitimement élu d'une superpuissance nucléaire. Vous êtes complètement taré. Non, mais là, là c'est niveau de conneries stratosphérique. Bon, je vous épargne l'analyse de la déclaration grandiloquente de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Vous irez lire les points principaux de conneries abyssales qu'il nous a sortis dans sa déclaration, comme quoi l'OTAN a apporté la paix, la démocratie, etc. C'est presque une œuvre de charité si tu l'écoutes, le mec. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Hein, je veux dire, vous avez été bombardé la moitié de la planète, stop, fermez-la s'il vous plaît, il faut arrêter. Bon, clairement, leur refus de se plier aux demandes majeures tout en disant vouloir rouvrir les représentations de la Russie au sein de l'OTAN et vice-versa, parce que oui, elles ont été fermées, hein, après les dernières conneries en date où ils avaient viré plusieurs diplomates russes de la représentation russe au sein de l'OTAN. Donc la Russie a dit, puisque c'est comme ça, nous on ferme notre bureau, puis votre bureau ici, vous le dégagez. Voilà. Donc bon, dire oui, ben, on est pour le fait de rouvrir les représentations, et puis de discuter de l'histoire des missiles. C'est juste une tentative de faire traîner le truc, de procrastiner, enfin, comme d'habitude. Bon, la Russie a dit non, mais non, vu du concret, vous nous envoyez par écrit votre position face à nos demandes et les justifications pour vos refus. Voilà. Donc ils ont dit, promis, dans une semaine on vous le donne. Donc normalement, semaine prochaine, on devrait avoir le résultat de cette mise par écrit de la position occidentale. Je pense que bon, ça va être assez intéressant. Mais je pense que ça va servir simplement de justificatif à la Russie pour dire bon, vous êtes bien gentil, mais on s'arrête là, hein, vous nous prenez pour des cons, vous voulez pas réellement négocier, bah, pas de problème, hein, comme dirait Corbin Dallas dans le 5e élément, vous voulez pas la jouer soft, on n'est pas contrariant, vous voulez la jouer hard, on va la jouer hard, hein, voilà, bon. Je pense pourquoi ça va aboutir à rien toutes ces négociations, pourquoi ça va tourner court, parce que tout simplement, suite à la chute de l'URSS, l'Occident se prend pour Dieu, hein. Ils ont une petite période de quelques décennies d'hégémonie totale, à l'époque où la Russie devait se relever, hein, après l'effondrement de l'URSS. Ça leur est monté à la tête. Le problème c'est qu'ils sont pas redescendus de leur bad trip et que je pense que malheureusement ils vont comprendre que quand ils vont se prendre une grosse claque dans la tête. Voilà. Donc malheureusement, je pense que négocier avec des gens qui sont en plein bad trip ou qui sont complètement, qui ont complètement craqué leur slip, je veux dire, ça rime à rien, ça n'aboutira à rien, voilà. Et donc là, on en arrive à des trucs qui sont quand même, on voit que l'Occident n'est même plus capable d'appliquer les méthodes diplomatiques qui avaient fait leur preuve pendant la guerre froide pour éviter la catastrophe. Hein, je rappelle quand même qu'on a frôlé d'annihilation nucléaire à plusieurs reprises, et qu'à chaque fois, les dirigeants occidentaux et soviétiques s'étaient mis à la table des négociations et avaient résolu les problèmes diplomatiquement. Le problème, c'est que là, l'Occident n'est même plus capable de faire ça, c'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement perchés dans leur monde parallèle, dans leur réalité alternative, qu'ils sont même plus capables de faire ça, et de comprendre l'implication réelle de leur refus de prendre en compte la nouvelle réalité du monde, qui est que le monde est redevenu multipolaire, c'est terminé.
l'hégémonie américaine sur le monde, c'est terminé. Et ça, malheureusement, bah, tu peux pas négocier avec des gens qui se prennent pour Dieu, hein. Il y a qu'une manière de faire, c'est de leur mettre des tartes dans la gueule, et je pense que malheureusement, la Russie en est désormais bien consciente. Donc ce qui veut dire qu'on rentre dans une zone d'extrême instabilité, d'extrême incertitude, parce qu'on ne sait pas du tout de quelle façon exactement la Russie va réagir. C'est, je veux dire, les analystes qui prétendent savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est des trous du cul. Voilà, je vous le dis, c'est net. Personne ne sait, même moi, je veux dire, dans quelle direction ça va partir et comment, exactement. Mais je pense que ça va faire très très mal à l'Occident. C'est-à-dire que là, la Russie va leur donner une bonne leçon, puisqu'il n'y a que ça qu'ils comprennent, puisque, bon, voilà. Donc, si ça dégénère, vous pouvez remercier vos dirigeants, hein, de la situation dans laquelle ils vous ont mis. Et donc on va parler un petit peu, pour changer, littérature. Je vais parler littérature, puisque Faina Sabenkova et Alexandre Kantorowicz sont en train actuellement de présenter leur deuxième roman, qui a été coécrit ensemble, qui vient d'être publié, hein, donc il s'appelle Le Monde qui n'existe pas, donc il s'agit de nouveau d'un roman fantastique. Alors cette fois, deux enfants se retrouvent catapultés dans un monde d'horlogerie, où tout est prédéterminé, et chacun va se retrouver à devoir suivre un chemin très différent. C'est un roman fantastique à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que les adultes pourront y voir des niveaux de lecture supplémentaires par rapport aux enfants, mais tout le monde peut le lire. C'est un livre en fait sur le sens de la vie. Celui-ci aussi devrait être traduit en français. Je suis toujours sur la traduction en français du premier roman commun de Faina et d'Alexandre. Hein, donc voilà, un peu de patience. Ça va venir petit à petit, mais donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé est-ce que le deuxième roman sera traduit, normalement oui, on fera aussi celui-là. Et puisque vous m'avez signalé que ça vous intéressait d'être tenu au courant de l'évolution de la situation économique en RPD et en RPL, on va parler maintenant économie. Et sur le plan économique, eh bien, le redéveloppement de la RPD et de la RPL se poursuit, puisque les premiers produits à bénéficier du fameux décret d'aide humanitaire économique aux républiques du Donbass, hein, qui avait été signé, je rappelle, par Vladimir Poutine l'an passé, eh commencent à être exportés vers la Russie. Là, en l'occurrence, il s'agit d'1,5 tonnes de charcuterie venant de l'usine de transformation de viande d'Enakievo, donc qui est en République populaire de Donetsk. Alors je vous avais dit l'an passé que cette usine avait été la première à faire toutes les démarches pour se faire certifier comme il faut en Russie pour pouvoir exporter ses produits sur base du nouveau décret, et donc elle a été la première aussi à exporter ses produits, voilà, premier dans les starting blocks, premier servi. Bon, clairement ce décret présidentiel et les nouveaux débouchés qu'il offre pour les produits venant de la RPD et de la RPL permet de briser le blocus économique qui avait été imposé au Donbass par l'Ukraine. Autre point positif, c'est que la RPD prévoit d'accroître son niveau de coopération avec la Syrie cette année. Là aussi, il y a pas mal de débouchés pour les produits venant de la RPD et de la RPL, en matière entre autres de matériaux de construction, parce que je rappelle qu'on produit de l'acier, ils en ont besoin pour rebâtir le pays. On peut produire aussi un certain nombre de produits pharmaceutiques, etc. Et puis nous, les sanctions internationales qui ont été prises contre la Syrie, on s'en fout. Parce qu'on n'est même pas reconnu, donc nous, faire du business avec la Syrie, ça nous pose strictement aucun problème. Voilà. Donc je pense que ça va être les deux gros débouchés majeurs là pour cette année, ça va être la Russie et la Syrie, qui vont permettre petit à petit de redévelopper l'économie des deux républiques et nous permettre de retrouver un niveau de développement économique qui était celui de la région avant la guerre, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose qui est en cours. Je vais reparler aussi très brièvement maintenant du Kazakhstan. On va revenir un petit peu sur le Kazakhstan, où la situation s'est stabilisée, contrairement d'ailleurs à ce qu'ont pu raconter les États-Unis, concernant qu'une fois que vous avez des soldats russes qui sont déployés sur votre territoire, c'est compliqué de s'en débarrasser. Non, parce qu'en fait les forces de maintien de la paix de l'OTSC ont déjà commencé leur retrait quelques jours à peine après leur arrivée, puisque leur mission était remplie, la situation est stabilisée.
le Kazakhstan n'a plus besoin d'eux, et donc ils ont déjà commencé à se retirer, ça devrait se finir très rapidement, ça prouve que le but n'était pas du tout d'envahir officieusement le Kazakhstan comme on a pu lire dans la presse occidentale. Ça vous montre le niveau des journalistes et des experts occidentaux. Quand vous voyez le rayon de conneries et que vous voyez après comment la réalité est tellement divergente de ce qu'ils avaient prédit, je pense que c'est quand même un bon moyen d'estimer le niveau de pertinence et d'expertise des gens quand même, hein, quand tu vois des trucs comme ça. Bon, il y a 2 régions qui restent pour l'instant quand même en zone rouge de risque terroriste. C'est la région d'Almaty, hein, donc que vous voyez là, qui est au sud, et celle de Jambil, qui est juste à côté. Je vous montre la petite carte. Bon, le bilan final de ces émeutes est de 17 membres des forces de sécurité qui ont été tués, plus de 1300 blessés, c'est énorme. Ils sont encore en train de compter les morts parmi les émeutiers, ils n'ont pas fini. Tokayev a demandé à ce qu'un bilan soit rapidement fait de ce point de vue-là. Ils ont arrêté plus de 2400 personnes. 2400 émeutiers, pillards, voire émeutiers et pillards, hein, parce qu'il y en a qu'un cumulé. Donc, ouais, là, il y a quand même, il y a eu une grosse mission de stabilisation de la situation. Donc, bon, bah voilà, les forces de l'OTSC ne sont plus nécessaires. Et on va parler maintenant de la situation en Ukraine. En Ukraine, où un scandale a éclaté concernant la nourriture servie aux enfants dans les maternelles et les écoles, puisque la femme du président, Madame Zelensky, a rien trouvé de mieux à faire de son temps, parce qu'elle doit s'emmerder, hein, semble-t-il. Elle a décidé d'élaborer avec un chef cuistot de nouveaux menus pour 2022 pour les établissements scolaires, en tablant sur moins de sucre et moins de sel, et par contre plus de produits laitiers, de légumes et de viande. Sauf que ça n'a pas l'air de se passer du tout comme prévu, puisque dans un certain nombre, entre autres de maternelles, les porridge au lait ont purement et simplement disparu. À leur place, ils ont mis dans les plats principaux une sauce aux fruits. Donc bon, il y a eu une mère qui s'est plainte que si avant son enfant arrivait à tenir jusqu'au déjeuner en mangeant du pain avec du beurre, du fromage et du thé sucré, s'il refusait le porridge au lait du matin, ben maintenant il n'y a plus de beurre, et le thé ou ce qu'ils appellent la compote. Alors la compote ici en Russie, attention, c'est pas de la purée de fruits, c'est une sorte de jus en fait qui est fait en faisant bouillir en fait les fruits, et tu récoltes le truc à la sortie. Donc c'est beaucoup moins épais qu'un jus, mais voilà, ça a le goût du fruit. Et donc là maintenant ils leur servent de la compote non sucrée ou du thé non sucré, il n'y a plus de beurre, il y a juste du pain, un peu de fromage, donc les gamins ne tiennent pas, bien entendu, hein, le gamin meurt de faim, et au déjeuner ils se retrouvent avec une soupe où il y a plus d'eau que de patates et de carottes, il n'y a pas de viande, et ils ont un demi-œuf par jour. Voilà, comment vous voulez que les gamins ils tiennent comme ça, je sais pas. Donc les gamins reviennent à la maison affamés. À Odessa, une autre mère s'est plainte qu'ils ont servi de la betterave bouillie sans sel ni matière grasse. C'était tellement dégueu que presque aucun enfant n'en a voulu, et que parmi ceux qui ont accepté d'en manger, il y en a 2 qui ont vomi. Voilà. Elle s'est plainte aussi que les portions ont été réduites, le sel, le pain, le sucre ont été retirés des menus. Par contre, le prix du repas, il a augmenté de 37 à 45 hryvnias parce qu'il y a plus de légumes. Oui, mais c'est pas avec ça que tu nourris des gamins, si tu veux. Hein, ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de calories et d'énergie. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries. Dans un autre endroit, les parents en colère ont dit que dans l'école de leurs enfants, ils avaient carrément retiré les produits laitiers, entre autres le beurre, que la viande, c'était le minimum syndical, et que leurs gamins se retrouvent à manger un morceau de pain au mieux. Alors, l'excuse que le chef cuistot a avancée, c'est que tous les cuisiniers n'ont pas su s'adapter au nouveau menu faute de compétences, et il a promis de fournir des cours en ligne. Mais c'est du délire. Moi, j'ai jamais vu une excuse aussi bidon, quand même. Je veux dire, si avant les mecs étaient capables de fournir des repas à peu près corrects aux enfants, je vois pas en quoi, avec des directives pareilles, tu te retrouves avec un merdier comme ça. Je pense qu'il y a quand même un gros problème en fait de fonds qui ont été alloués aux écoles. Je pense qu'ils ont simplement plus d'argent, et que donc en fait ils rognent sur tout. Et donc ils donnent plus rien à bouffer aux gamins parce qu'il n'y a plus de pognon. Voilà, tout simplement. Je veux dire, faut appeler les choses par leur nom. On va voir comment ça va évoluer. Et on va faire maintenant le tour du pendant ce temps-là à Kiev, même si en réalité ça serait plutôt un pendant ce temps-là à Paris. Alors,
Pendant ce temps-là, les médias occidentaux concernant l'Ukraine ont tous complètement perdu la boule. Alors, grand moment de rire, déjà pour commencer, ça a été l'article de l'envoyé spécial de l'Obs dans le Donbass, Sarah Daniel. Alors, j'ai pas pu accéder à l'intégralité de l'article parce qu'il faut payer, hein, puis vous m'excuserez, j'ai pas d'abonnement à ce torchon, hein, j'ai autre chose à faire de mon argent. Mais sur Google, on a droit à une partie de l'information qui est quand même assez intéressante, qui est que cette chère Sarah Daniel nous place le Donbass dans l'ouest de l'Ukraine. Alors, je sais pas comment une faute pareille a pu se retrouver dans la description de l'article, c'est impardonnable. Il s'est passé quoi? Vous avez catapulté la nana un peu trop fort sur la ligne de front, elle a perdu le sens de l'orientation, ou alors c'est une descendante de Perceval et Caradoc, elle sait pas où est l'Est, où est l'Ouest, et surtout il y a personne qui relit les articles chez l'Obs avant de les publier? Hein? Parce que quand je lis un truc pareil, je croirais voir les cartes de CNN, hein, qui te plaçaient Slaviansk en Crimée et Oulan-Bator comme capitale de l'Ukraine. Hein? On en est pas loin là quand même, parce que le Donbass c'est pas du tout dans l'ouest de l'Ukraine, si tu veux. Là c'est comme s'il me disait que Marseille est dans le nord de la France, quoi. Non mais voilà, là on a un level, c'est quand même énorme. Et alors sur CNews. Hein, CNews qui devrait vraiment changer de spécialiste sur la Russie, envoyez-le en vacances dans le triangle des Bermudes, faites quelque chose, je sais pas. Bon déjà le mec confond Donetsk et le Donbass, hein, parce qu'il dit le Donbass et Lugansk, non c'est Donetsk et Lugansk, déjà pour commencer. Bon déjà ça en dit long sur le niveau d'expertise, hein, lui aussi les cours de géographie il a séché, mais le must du must quand même, bon parce que tout son truc est complètement émaillé, vous irez voir dans la vidéo, je vous mettrai le lien, c'est à partir de la 16e minute, le must du must quand même c'est quand il nous sort que l'achat de 50 drones turcs Bayraktar par l'Ukraine permettrait soi-disant de réduire l'écart de niveau entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. J'ai cru qu'ils avaient fait venir le David Axe de Forbes sur leur plateau. Vous savez, le mec là qui nous avait inventé les forêts de pins infranchissables dans le Donbass. Non, pépère, c'est pas 50 drones qui peuvent être cloués au sol juste avec quelques systèmes de brouillage russe Krasukha qui vont permettre de réduire l'écart titanesque entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Non mais non, arrêtez le concours de crétinerie chez les pseudo-experts, j'en peux plus. Allez prendre des cours de géographie, allez prendre des cours chez des vrais experts militaires, c'est pas 50 drones qui vont changer l'écart et que ça va faire peur à la Russie parce que l'écart entre son armée et l'armée ukrainienne sera diminué. L'armée russe est la deuxième armée la plus puissante au monde. L'armée ukrainienne est 25e. D'accord? Est-ce que vous croyez réellement que 50 drones vont faire une différence titanesque au point de faire peur à Poutine? Allô? Allô? Est-ce qu'on pourrait redescendre sur Terre 5 minutes? Parce que moi, vous me déprimez quand vous sortez des trucs d'un tel niveau de conneries abyssales. Franchement, j'en peux plus de lire des trucs pareils. Moi, je perds des neurones quand je lis ou quand j'écoute des conneries pareilles. Ça me fait déprimer à la fin parce que je me dis que l'humanité est foutue quand je vois des trucs comme ça. C'est pas possible. Non, mais non, changez d'expert, c'est chez CNews, trouvez-en un autre, faites venir Xavier Moreau. Je veux dire, vous en avez des vrais experts sur la Russie, des mecs qui sont pas complètement débiles, qui savent que Donetsk c'est pas tout le Donbass, que Donbass se résume pas à Donetsk, et que non, 50 drones turcs Bayraktar vont pas faire une différence phénoménale entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, et qu'il n'y a pas de quoi terroriser Moscou pour ça. Non, 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 non. C'est pas possible. Non, sérieusement, chez les médias occidentaux, est-ce que vous pourriez changer et de journalistes et d'experts militaires, hein? Vous les prenez tous, vous les envoyez planter des patates, hein, façon révolution chinoise, et vous recrutez des gens compétents, parce que comment vous voulez garder un tant soit peu de crédibilité quand les gens lisent des trucs comme ça, et que certaines personnes quand même qui vous lisent en savent plus que vous sur le domaine en question, et se rendent compte du niveau de conneries abyssales de ce que vous sortez. Hein, entre l'autre qui nous place le Donbass dans l'ouest de l'Ukraine, le David Axe qui nous raconte qu'il y a des forêts de pins infranchissables qui confondent les Ardennes et le Donbass, et l'autre qui est pas foutu de faire la différence entre Donetsk et Donbass, et entre
Rajouter 50 drones à une armée absolument pitoyable qui a même pas été capable de tenir face à des milices populaires en 2014, hein, et l'armée russe. Je veux dire, mais arrêtez vos conneries, arrêtez. Et après, on s'étonne que les gens comprennent rien ni au conflit en cours, ni à la situation merdique dans laquelle le monde se trouve. Ben voilà, vous avez l'explication avec des experts et des journalistes pareils. Bref. Donc voilà la situation qui malheureusement, comme je le craignais, se dégrade. Situation à suivre donc de très près sur le plan militaire. Et surtout, on va voir quelle réponse la Russie va apporter à la réception de la position et des justifications écrites des États-Unis et de l'OTAN à ces demandes en matière de sécurité. Mais ceux qui croient que la Russie va rester dans une position attentiste, vous avez rien compris. Voilà. Il suffit entre autres de lire ou d'écouter les propos tenus par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, après ce multiple round de négociations entre la Russie et l'Occident, pour se rendre compte que là, vous êtes vraiment arrivé à bout de la patience russe. Voilà, donc là vous avez trouvé la limite, hein. On pensait que la patience russe était presque infinie. Voilà, là vous avez trouvé la limite, vous y êtes arrivé. Un pas de plus, et puis bon, là on rentre dans l'inconnu. On rentre dans l'inconnu, c'est-à-dire on ne sait pas vers quoi on se dirige. Est-ce que la Russie va prendre des sanctions économiques? Est-ce qu'elle va agir militairement? Est-ce qu'elle va simplement nous soutenir pour simplement qu'on récupère nos territoires ou pour aller plus loin? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est la grande inconnue. Et ça, c'est très dangereux, la grande inconnue, parce qu'on va avoir, à mon avis, des surprises, et pour beaucoup, ça va être des mauvaises surprises. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.